Bien, bonsoir à tout le monde. On attend potentiellement encore une vingtaine de personnes, je pense, peut-être qui nous rejoindront dans les minutes qui suivent, on l'espère. Merci beaucoup, bienvenue à la Marive, bienvenue pour cet événement qui, selon d'où on vient, d'où on a reçu l'invitation, a plusieurs noms en fait. On est ici à Black Alps, on fait un corporate event, c'est aussi l'événement PME Destination Demain, puis finalement on l'a intitulé Sur la ligne rouge de la cybersécurité, de l'évaluation des risques à la remédiation d'incidents. Alors vous allez comprendre pourquoi un peu, comment cette initiative est née. Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire en fait. Il était une fois 3 organisations qui voulaient organiser 3 événements à la même période de l'année, dans le même domaine de la cybersécurité, pour à peu près le même public cible, pour les dirigeants des entreprises locales. Alors, évidemment que, je vais dire un mot sur ce contexte. Black Alps, tout d'abord, Black Alps c'est une association qui organise son grand événement annuellement ici à Yverdon sur 2 jours. On a vécu le premier jour, ça continue demain. Il y a toute une fête ce soir également, si vous êtes intéressés. Et Black Alps c'est une conférence de cybersécurité destinée à des experts, à des passionnés, à des chercheurs en cybersécurité, très technique. Beaucoup trop technique pour qu'un dirigeant d'une entreprise qui n'a pas forcément de background en ingénierie, encore moins en cybersecurity, puisse comprendre. Et Black Alps s'est toujours dit, eh bien, c'est notre mission aussi d'adresser une autre audience, des entreprises, d'amener un côté peut-être plus business / corporate et pas qu'adresser que le sujet de manière purement technique. On a, je passe de l'autre côté de l'écran, SEAL. SEAL, certains d'entre vous ont probablement déjà entendu parler de ce programme qui a une petite année maintenant, qui est une initiative en fait du canton de Vaud qui permet de fédérer 3 institutions académiques, je vous en dirai un peu plus à la fin de l'événement, et qui finance des projets dans le domaine de la cybersécurité, de la confiance numérique. On avait envie de faire, nous, un événement pour valoriser ce qu'on a fait, le montrer et commencer à disséminer un peu ces résultats. Et puis, eh bien, je viens au centre de mon écran. L'événement PME Destination Demain n'est pas un libellé qu'on a inventé aujourd'hui, mais c'était une initiative en fait conjointe entre la Haute École d'Ingénierie et de Gestion et l'Université de Lausanne qui avait lieu. C'était un événement qui adressait différents sujets liés au numérique, au digital, à la transition numérique à Yverdon dans le cadre d'un festival des arts numériques ou un festival du numérique qui s'appelait Numeric Games et qui a été mis en pause cette année pour des raisons organisationnelles. Alors, Jean-Marc Sédou, membre de la direction de la HEIGVD ici présent, quand elle est venue vers moi, il me dit, Sandy, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Je dis, ça tombe bien. Moi, je suis dans ces 3 organisations, dans les 2 autres organisations. Donc, je pense qu'on va pouvoir se retrouver autour d'un objectif commun. Et c'est comme ça qu'est né cet événement ce soir, auquel vous avez été conviés. Merci à la HEIGVD de nous avoir fait confiance pour organiser cette édition 2024 de PME Destination Demain dans un contexte un peu différent. Voilà, mais finalement, la vraie question, c'est pourquoi toutes ces organisations, peut-être juste un tout petit mot sur moi-même, comme je suis collaborateur à la HEIGVD, membre du comité de Black Alps et responsable du programme SEAL, j'étais un peu au four et au moulin pour mettre en place cet événement. Ça tombait bien, je pouvais me parler à moi-même le soir. Bref, je crois que le plus important, c'est de savoir pourquoi, finalement, est-ce que tous ces acteurs voulaient adresser ce sujet de cybersécurité pour les PME. Eh bien, on peut le résumer par cette image. J'aime bien, je le passe souvent, c'est juste une capture, ça date un petit peu d'ailleurs, c'est pas d'hier, mais qu'est-ce qu'on voit ici? C'est Kaspersky qui fournit ça, c'est public, il faut aller sur le site. Eh bien, on voit en temps réel, finalement, tous les flux malveillants, on peut dire ça comme ça, toutes les attaques informatiques potentiellement qui se passent, qui monitorent eux sur leur système, pas exhaustif, mais probablement très représentatif de ce qui se passe dans le monde. C'est assez affolant, moi ça me fait un peu le même sentiment, vous connaissez, comment ça s'appelle, SkyMap, la carte, quand on voit regardez où est l'avion de notre ami ou de notre enfant, notre parent qui voit le petit,
il y a tout ça qui vole dans le ciel, ça fait peur. Donc la question est, le dicton, je vais vous le répéter, mais vous l'avez déjà tous entendu 10 fois, c'est pas de savoir quand, de pas de savoir si, pardon, mais de savoir quand on va être attaqué. Et pour traiter cette thématique, eh bien, on s'est dit que c'était intéressant de commencer par vous présenter 2 use cases qui sont pas les plus spectaculaires du monde, mais qui sont très concrets, qui sont réels, qui sont arrivés à des PME de la place. Il y a du vécu et justement dans ce sens, ça n'arrive pas que à des entreprises très spécifiques ou très mal protégées. Non, ça peut arriver à tout le monde. Donc on va passer au travers brièvement de ces 2 use cases. Et puis l'idée était de pouvoir ensuite faire interagir ce panel d'experts que je vous présenterai tout à l'heure, où on va revenir sur des points spécifiques qui auront été présentés par nos 2 premiers intervenants, mais élargir la discussion de manière générale sur les aspects de prévention, de gestion et de remédiation des cyberincidents. Voilà pour l'agenda, et je vais sans plus tarder passer la parole à David Cabero-Julves, qui est responsable de la sécurité des systèmes d'information et Data Protection Officer, et pas DAT Protection Officer. Ne prenez pas en photo mon écran avec une faute d'orthographe. Data Protection Officer de la société Otella. David, je t'invite à venir nous relater ton expérience vécue chez Otella. Voilà, bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle David, je suis à RSSI DPO, responsable de la continuité chez Otella, donc qui est premier pilier, deuxième pilier et d'autres. Donc pas mal de données sensibles, données personnelles. Et ce qui nous est arrivé, c'est cyberattaque ou plutôt le ransomware, mais sous forme de cyberattaque interne. C'est-à-dire qu'on a des utilisateurs, comme on dit, le problème il est souvent entre la chaise et le clavier. Donc un utilisateur qui cherche un formulaire, qui va sur différents sites, il cherche un PDF de la Confédération. Et là, il a la bonne idée, il va sur Google, il retrouve son PDF, il le télécharge, il le pose sur un partage réseau, il le lance. C'est pas ce qu'il recherche, donc il continue sa recherche. Et là, l'équipe informatique fait ses activités opérationnelles, et d'un coup, il y a un développeur qui les appelle, il fait: écoutez les gars, on a un petit souci. J'ouvre un fichier sur le partage commun et ça mec il est chiffré. Puis il y a un texte un peu bizarre. Donc là, l'équipe infra se pose des questions. Et elle va sur ce partage et effectivement, elle lance 2-3 fichiers. Et, ça met un fichier chiffré. Merci de payer la rançon. Donc branle-bas de combat. On a la chance qu'on a une infrastructure technique qui nous aide dans ce cas-là, qui nous a beaucoup aidé dans ce cas-là. C'est qu'on a des postes de travail qui sont entièrement virtualisés. Donc là, le responsable infra a pris la décision d'aller sur la console, de sélectionner tous les postes et de faire shutdown des postes de travail. Donc forcément, là, on se retrouve avec 200 appels téléphoniques. Je comprends pas, j'ai été déconnecté. Donc oui, on n'a pas eu le temps de communiquer sur ce qui se passait forcément. Donc là, on met en place la cellule de manière déjà opérationnelle, voir ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé. Et il y a un utilisateur qui nous appelle: mais moi je comprends pas le fichier là que j'avais téléchargé, ça c'est pas ce que je voulais. Alors là, on a déjà trouvé le patient zéro. Ok, merci. Et malgré, on se dit, mais on a beau faire des sensibilisations, marteler le message de allez pas n'importe où, regardez ce que vous téléchargez. Des fois c'est pas assez. Comme on dit, un clic et puis et ça se passe. Donc en termes d'impact sur les activités opérationnelles, elles ont été minimes.
Donc les applications métiers ont continué à fonctionner, la téléphonie a continué à fonctionner. Le seul vrai impact, ça a été sur ce partage de fichiers communs à tous les services où là, on a dû analyser exactement ce qui s'était passé, s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres partages qui a été impactés. Donc, je vous laisse imaginer, on est une entreprise de 200, à l'époque, on était 200 collaborateurs. Ça représente quand même une 50aine de partages. Donc, faire le tour, s'assurer que les autres soient pas vérolés et finalement se rendre compte qu'il y a eu le partage commun plus un partage de l'utilisateur, le partage privé de l'utilisateur. Donc, on s'en est plutôt bien sorti. Mais les mesures techniques nous ont sauvés ce jour-là. Elles seront pas toujours là. On en est bien conscient. Et la seule chose malheureusement qu'on continue à faire, c'est sensibiliser les utilisateurs avec des sensibilisations physiques, avec du e-learning, en postant des articles, et en continuant comme ça jour après jour. Voilà. Est-ce que ça marche? Oui. Merci beaucoup, David. On trouvait intéressant finalement. Vous étiez plutôt préparé. Vous aviez en tout cas une capacité de réaction face à un incident. Vous l'avez échappé belle quelque part. Complètement. Et on trouvait intéressant d'avoir finalement ce vécu d'un cas qui a été contré finalement. Vous avez réussi à le gérer avant que ça fasse des dégâts, mais probablement que ça vous a aussi amené des enseignements. Et on le verra après dans le panel peut-être quelle a été la suite, qu'est-ce que vous avez mis en place, comment vous continuez ou pas, vous faites mieux, davantage de sensibilisation, etc. Moi, ce que je vous propose pour pas faire trop d'aller-retour, c'est peut-être déjà de prendre place ici. Je vais proposer à Sandra Phil de nous rejoindre pour présenter ou introduire un second use case. Sandra est donc directrice générale du groupe d'accueil et d'action psychiatrique à la Grappe Fondation. Mais l'histoire qu'elle va nous raconter concerne une vie précédente. Je vous laisserai... Et je vous passe un micro, évidemment, c'est mieux, quand même. C'est particulier de me faire passer devant une tête de mort, mais... Pardon. Alors, vous me tendez la perche. C'est une magnifique boîte à musique Reuge, fabriquée à Sainte-Croix. Et pour la petite histoire, comme tout le monde n'était pas là aujourd'hui, elle ressemble étrangement au logo d'Insomniac, qui est une autre conférence de cybersécurité, mais vraiment, c'est une tête de mort rouge comme ça. Alors, Little Skull, elle s'appelle, m'a aidé à faire un peu le timekeeping aujourd'hui. C'était une occasion de teaser sur Insomniac qui a lieu du 10 au 15 mars. Alors, je l'ai fait encore une fois, j'aurais fait assez de pub aujourd'hui comme ça. Mais je la cache. Alors, mon vécu est pas tout à fait le même parce que pour le coup, rien n'était préparé. Absolument, quand je vous dis absolument rien, c'est que ni plan de continuité, ni une infrastructure, ni des informaticiens au fond préparés à ça. Ce que j'ai vécu était dans mon précédent poste, j'étais alors directrice adjointe des services transverses ou des services supports, ces postes dans les petites entités qui sont souvent portés par plutôt des financiers. On décrète que quand on a un parcours d'économiste ou de gestionnaire, on est forcément outillé à savoir gérer une structure informatique, à savoir gérer une structure de logistique, l'intendance, les bâtiments, vous savez, ces postes à casquettes multiples. Je suis arrivée à la Fondation des Oliviers avec un parcours, alors lui, ancré dans un domaine d'entreprise bien plus grande et bien plus aguerri au système de sécurité, notamment, pour pas la citer, la RTS, avec un parcours dans le département technique et production. Donc oui, ma précédente vie avant la Fondation des Oliviers, qui est une fondation qui œuvre pour les personnes empreintes aux addictions et que ont leur parcours dans l'institution pour se rétablir ou se réinsérer professionnellement. La fondation accueille une 60aine de personnes en résidence avec une médication, et puis dans les ateliers de réinsertion professionnelle se passent à peu près 500
personnes bénéficiaires de prestations dans une quinzaine d'ateliers où il y a de la mécanique, de la menuiserie, du jardinage, un atelier d'impression numérique, etc. Ce qui est super, c'est que la fondation alors avait avancé, si je peux dire ça comme ça, en intégrant tous les outils, puis en intégrant aussi le paperless. Donc tout portait à interfacer un maximum de choses. Par contre, le concept réseau n'y était pas du tout. J'étais arrivée en 2019. J'avais pas encore une année de fonction dans mon poste, avec une mission d'internaliser les finances. Donc je me suis lancée dans mon premier projet d'internaliser les finances avec mise en place d'un nouvel ERP. Quand je suis arrivée, j'avoue, il y avait quelques indicateurs qui me disaient ouf, c'est pas ce que j'avais l'habitude ailleurs. Puis j'ai fait ce qu'on dit, j'ai mis sous le tapis en me disant je peux pas tout mener de front. Si ça a tenu jusqu'ici 15 ans, il n'y a pas de raison que ça tienne pas encore une année et demie. Le 13 janvier, avec l'équipe finance, on était hyper contents parce qu'en moins de 7 mois, on avait internalisé, déployé un ERP de finance. On en était sincèrement à fêter nos premières écritures comptables dans le bureau finance et à se dire qu'on avait été très calés dans notre histoire. 3 jours plus tard, je reçois un SMS à domicile d'un informaticien de l'équipe qui débute très tôt son service, qui me dit « ça ne répond pas ». Connaissant un petit peu mon équipe, je me suis dit c'est bizarre cette histoire, parce que la manière dont il m'écrit, je le sens déjà effrayé. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Et assez tremblant comme ça, je sentais sa voix en disant « il n'y a rien qui répond, Sandra, il n'y a vraiment rien qui répond ». Je lui dis « mais comment rien ne répond ?» J'essaie de démarrer les choses et rien ne répond, il y a quelque chose qui sont pas bons. C'était 7 heures. Les ateliers débutent à 7h30. Évidemment, je me rends sur place immédiatement, je le rejoins. Et je fais le constat avec lui parce qu'il essayait de démarrer notamment le backup, de faire démarrer les systèmes. Et blackout. Là, je me rappelle de mes formations de gestion de crise de mon précédent employeur, et je sais que le genre humain est particulier quand même, parce que quand on dit de pas faire quelque chose, souvent ils font, parce qu'on a envie de voir ce que c'est. Donc je me doutais que si je passais la consigne de ne pas allumer une seule machine, en essayant de prévenir un petit peu la diffusion des choses, la probabilité que le petit curieux salarié qui n'est pas à côté des managers se dise « mais pourquoi ils nous disent de pas allumer ?» pouvait être assez forte. Donc j'ai demandé sur chacun des sites, j'ai appelé les veilleurs, il y avait 4 sites. Les veilleurs de nuit, je leur ai dit voilà, une prise réseau RJ, ça ressemble à ça. Je vous demande de tirer non seulement la prise électrique, mais aussi toutes les prises que vous voyez de cet ordre-là, vous me les déconnectez de tout, y compris les imprimantes, s'il vous plaît. Donc chacun était missionné sur des sites avec des collaborateurs dont je pouvais faire confiance, de faire ce premier geste qui me paraissait nécessaire. Alors après coup, raison ou tort, est-ce qu'on doit faire autrement, peu importe. À ce moment-là, à 7h30, c'est la première directive que je donne. Les informaticiens de notre équipe, c'est premier et deuxième niveau. Mais voilà, je pense que vous êtes une salle assez aguerrie à ce que ça veut dire. Il me paraissait de toute évidence qu'il me fallait absolument un spécialiste du domaine et qu'il me fallait quelqu'un qui arrive très vite sur place pour me soutenir dans ce qui allait m'arriver, que moi je pressentais assez fortement. Nos bureaux ouvrent à 8h. Ça, c'était mon essai à la société spécialisée du domaine. Nerveuse, j'attendais ce 8 heures d'ouverture des bureaux pour demander de l'aide. Et dans l'intervalle, dans ma tête se dessine comment je communique, qu'est-ce que je dis de faire. Les ateliers doivent démarrer, personne ne peut, on a une production à faire suivre, on a une médication de résidents qu'on doit tenir. Les ordonnances, super, étaient scannées, et donc dans nos systèmes de gestion de documentation du patient. Là aussi, le coup de stress monte pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour maintenir un semblant de continuité d'activité dans des choses qui sont très urgentes. 10h30, j'ai enfin quelqu'un spécialiste du domaine de la cybersécurité à mes côtés. Ils déboulent à 2, ils commencent à se mettre au travail, dont leur premier job a été de savoir de où venait l'entrée ou la faille du système. Et ça a pris un certain temps. Et pendant ce temps-là, vous êtes confronté à vous n'avez plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est pas de mail,
pas d'outils de production qui fonctionnent, pas de communication autre que le téléphone, effectivement, ça nous a sauvé la mise. Heureusement que Swisscom n'a pas eu ces pannes à ce moment-là. On naviguait entre les sites, en voiture, en se déplaçant pour aller faire des séances de personnel, pour informer. Et puis, au fond, je me suis confrontée à vraiment un état d'incrédulité, parce que tout le monde se disait ouais, mais l'informatique ça bug toujours, et puis Sandra s'affole, et puis dans 2 heures c'est reparti. Et quand j'ai commencé à annoncer, parce que avec ce que m'amenait l'entreprise de sécurité, ce qu'ils percevaient, pour moi les échéances elles étaient de toute évidence ad minimum de 3 semaines, et il faut que vous imaginiez que le 16, on tombe, et en fait, j'ai été rechercher la date de reprise de simplement nos échanges de messagerie. Le 11 février, le serveur Exchange est remonté, et on peut recommuniquer à travers des mails. 16 janvier, 11 février. Ça laisse une entreprise, ça laisse une fondation dans une nébuleuse monstrueuse, parce que malgré le fait que la fondation n'avait pas avancé, en fait, dans ce qu'elle devait suivre en informatique, le monde autour de nous, lui, il avait évolué puisqu'on communique bien par mail, même en 2020, et que tous les échanges en fait avec nos partenaires, avec les clients, avec les gens qui nous entourent se font par mail. On revient pas au timbre-poste, etc. 16 janvier, je sais pas pour vous, mais dans la plupart des entreprises, le 24, il y a les salaires. Les salaires, les fiches de salaire, l'e-banking, les numéros, les codes, tout ce qu'on trouve dans un ERP, on n'a plus rien. Mais le 24, faut quand même payer. Là aussi, le choix qui a été fait ou que j'ai pris a été de communiquer très rapidement vers l'extérieur. La RTS m'a appris une chose, qu'il vaut mieux communiquer par soi-même et maîtriser l'information que d'attendre qu'on vienne nous questionner. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai sorti très rapidement avec un communiqué de presse pour informer qu'on s'était fait hacker, qu'on était dans le off, et qu'il fallait absolument que les gens autour de nous soient compréhensifs. Et étonnamment, cette transparence, elle m'a beaucoup servi, parce que j'ai eu des entités, y compris la caisse de compensation AVS, je vous rappelle que c'était en plein bouclement, qui vient spontanément me dire Madame Féal, vous en faites pas. C'est vrai qu'il y a des pénalités quand vous sortez pas vos décomptes dans les temps, mais là, on est d'accord d'attendre. Et j'ai eu une forme de solidarité autour de moi qui s'est dessinée de cet ordre-là. Pour le surplus, si Sandy se parlait de lui à lui entre les 3 entités qu'il dirige, je peux vous assurer que c'est des moments où les dirigeants sont absolument seuls, doivent choisir les priorités, doivent prendre sur eux de pas satisfaire les demandes de l'ensemble des collaborateurs, 120 pour la Fondation des Oliviers, doivent prendre sur eux des téléphones de clients insatisfaits parce que on attend des livraisons qui ne viennent pas, il faut expliquer. Et puis prendre sur eux d'informer les services de l'État qui nous ont jamais donné les budgets suffisants pour pouvoir avoir nos infrastructures à jour, qu'on pourra pas répondre à leurs demandes d'information. J'en aurais beaucoup à vous dire parce que ça a pris effectivement plus de 2 mois pour sortir d'un mode très minime dégradé en termes d'utilisation de nos systèmes d'information et d'outils de travail. Plus de 2 mois pour peu à peu. Et puis largement 1 année à vraiment reconstruire une infrastructure qui permette de sécuriser les choses, redessiner le réseau, redessiner aussi un système de sauvegarde qui ne donne pas cette faille. Ça a été très très long. Voilà sur ce que je peux vous amener, puis ensuite je réponds volontiers aux questions. Merci beaucoup Sandra pour ce retour d'expérience tout à fait passionnant, et je pense qu'il va contribuer bien à alimenter les débats. On reviendra, je pense, sur certains aspects de ce vécu, de cette attaque que vous avez vécue tout à l'heure avec nos experts, que je vais inviter sans transition à nous les rejoindre sur scène, et on fera les présentations tranquillement quand vous serez installés. L'objectif du panel qui suit est de pouvoir aborder finalement les cas de cyberattaques que subissent les PME sous différents angles. On va commencer par l'avant, finalement, comment est-ce qu'une entreprise peut comprendre qu'elle est exposée à des actes cybercriminels, je vous en prie.
Deuxièmement, on va voir comment est-ce que ces PME pourront mettre en place des bonnes pratiques et des mesures de protection qui soient adaptées. Ensuite, comment est-ce qu'on gère un incident? Et je pense que là, on va redonner à un moment donné la parole assez largement à Sandra pour voir comment finalement toute cette gestion de crise dans ses différents aspects, est-ce qu'il faut il s'agit de l'aborder. Et on terminera par finalement, après une attaque, quand on est revenu en mode plus ou moins normal, c'est peut-être une bonne occasion de monter un peu en puissance sur sa cybersécurité. Donc comment on adresse ces sujets à un organe dirigeant d'une entreprise? Alors, je vais rapidement introduire les différents panélistes. Avant ça, je vous laisse cette slide quelques secondes. Vous aurez l'occasion également, tout au long du panel, de poser vos questions grâce à Slido. Vous pouvez scanner ce QR. Pour ceux qui ont un profil Slido, rentrer le code, le numéro ici du channel qui est attribué. Vous l'aurez tout à l'heure encore, ce QR. Alors, je commence ce tour de table par Jean-Marc Bost, avec qui j'ai le plaisir de travailler dans le même bureau au quotidien, professeur en cybersécurité à la HEIGVD. Jean-Marc, est-ce que tu peux, et on le fera pour chacun, un petit mission statement sur ce que tu fais, tes zones de prédilection et pourquoi tu fais, qu'est-ce qui t'anime finalement dans ces questions de cybersécurité? Ah, il y a des micros qui doivent, pardon, c'est moi qui ai rembarqué le micro ici. Il y en a un second. Bonsoir à tous. Donc mes missions, mes statements. Je suis un informaticien qui a développé pas mal de logiciels. J'ai passé à peu près un quart de siècle dans une société de la place à développer des logiciels. Et puis petit à petit, je me suis mis à m'intéresser à la sécurité de ces logiciels. J'ai développé des solutions de sécurité pour ces logiciels. Je les ai déployés. Puis à un moment, je suis devenu vieux. Je me suis dit, il va falloir que je transmette. Donc je suis venu à la HEIG où effectivement maintenant j'enseigne dans la cybersécurité et en particulier dans la sécurité des logiciels. Merci beaucoup Jean-Marc. J'ai trouvé le deuxième micro en attendant. Je continue avec Mathias Payer. Mathias Payer, qui est professeur et chercheur en cybersécurité au laboratoire Exhive de l'EPFL. Et pour la petite anecdote, deux personnes de son équipe ont fait aujourd'hui une super présentation extrêmement pointue dans le domaine de la sécurité sur les terminaux mobiles. Voilà, on retrouve le chef du labo aujourd'hui. Je laisse pareil en mission statement, quelques secondes. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas continuer en français. Je comprends le français bien, mais je pense que c'est mieux si je réponds en anglais, en tout cas. So I lead the Hexhive research lab at EPFL. We're focusing on different aspects of security and systems with the overarching theme that software will always be broken and will always contain bugs, and we're developing techniques how we can actually cope in this broken ecosystem. Developing techniques to help developers get rid of bugs early before software is actually being shipped to customers, and to help customers being protected against any kind of attacks that can happen after fact, limiting the effects of different kinds of cyber attacks. So we are working more on the research side of things, but we're also very interested in actually having these techniques deployed in the real world to protect billions of customers throughout their different systems. Thank you. Thank you, Mathias. On peut continuer avec Sylvain Métis. Sylvain Métis représente l'Université de Lausanne ce soir. Il est professeur spécialiste du droit du numérique et de la protection des données. Sylvain Métis a eu l'occasion également d'être speaker à Black Alps, où on a toujours essayé d'amener, c'est pas que de la technique, la cybersécurité, c'est aussi du juridique, et donc on en a un éminent spécialiste, ce soir avec nous. Sylvain, je te laisse comme les collègues te présenter en quelques mots. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors c'est vrai que je suis intervenu plusieurs fois. La première fois, ça fait 6-7 ans, je pense déjà à Black Alps. Et je dois avouer que c'est la conférence où j'ai eu le plus peur. Je crois qu'il y a eu pourtant des fois des audiences juridiques très pointues sur des sujets très pointus. Mais là, à Black Alps, c'est un des moments où je me suis dit, là, si je suis pas clair, dans 2 minutes, il y a plus personne dans la salle et il y a personne qui va comprendre. Alors parfois, on voyait certaines personnes un petit peu fatiguées, comme
comme moi quand j'essayais de comprendre les sujets techniques après, mais on a quand même réussi à tisser des liens et à échanger sur ces sujets. Donc depuis une vingtaine d'années actif dans les domaines de la donnée, de la protection des données, de la protection de la sphère privée, de la cybersécurité, à la fois au sein de l'université où je dirige la maîtrise en droit, criminalité et sécurité des technologies de l'information, un programme conjoint à sciences criminelles, HEC et droit, donc avec des étudiants de ces trois domaines de provenance, et puis une activité aussi comme avocat où on conseille des privés, des institutions et avec qui on a des contacts en amont dans le cadre de toute une série de programmes de mise en conformité et puis parfois aussi dans des gestions de crise, dans des moments parfois assez forts parce qu'on a l'impression qu'on n'appelle plus le pasteur ou le psychologue quand on est au bout de sa réserve d'énergie en cas de violation de cybersécurité, mais parfois son avocat et puis on joue un peu ce rôle des fois d'essayer de remonter le moral des troupes et puis de dire ben voilà, il y a des obligations légales, il y a des risques, mais il y a aussi un moment où vous faites comme vous pouvez. Merci Sylvain. Je passe la parole maintenant à Guillaume Fumeau. Guillaume Fumeau qui est spécialiste en cybersécurité pour la DGNSI, la Direction Générale du Numérique et des Systèmes d'Information de l'État de Vaud, en prise directe aussi avec ces questions de cyberattaques sur les institutions publiques, sur les communes. Il y a aussi toute une dynamique au sein du canton autour du soutien justement apporté aux plus petits acteurs. Guillaume, je te laisse aussi te présenter s'il te plaît. Merci. Donc pour ma part, par le passé, je faisais partie de ceux qui étaient au front. Donc j'étais de ceux qui analysaient les incidents de cybersécurité, qui mettaient en place les outils et qui protégeaient. Et maintenant, ça fait un peu plus d'une année que j'ai décidé de prendre un virage un peu moins technique. Et je suis au canton de Vaud, en fait, comme mission principale, c'est vraiment la promotion et l'adoption des bonnes pratiques cybersécurité au sein de l'écosystème vaudois, avec par exemple comme gros projet qu'on a, c'est l'établissement d'une stratégie cantonale de cybersécurité. Et par exemple, une de ces missions de la stratégie, c'est vraiment établir des règles standards minimaux de ces bonnes pratiques que tout le monde devrait mettre en place. Et puis le but principal, en fait, c'est vraiment aider un peu toutes ces petites structures, PME, SME et communes, qui n'ont pas forcément en fait les moyens ou les connaissances pour se protéger, et de les aider à prendre vraiment en puissance la sécurité et se protéger. Merci Guillaume. Je vais finalement passer la parole à Olivier Crochat. Non, on veut pas te passer la parole, manifestement. On peut passer la parole, mais pas alors, l'écran, est-ce que... Voilà, c'était que le câble qui était mal branché. À Olivier Crochat, donc directeur exécutif du Center for Digital Trust de l'EPFL, qui va prendre le lead sur la discussion du panel. J'interviendrai moi de manière plus sporadique. Olivier est aussi un membre du comité du programme SEAL, et c'est aussi à ce titre-là que j'ai fait appel à ses talents ce soir pour animer la discussion. Olivier, si tu veux te présenter également, je te laisse naturellement le faire, et puis ouvrir la discussion comme prévu. Parfait, merci Sylvain. Oui, brièvement, donc je dirige, comme a dit Sylvain, Sandy, le Centre pour la confiance numérique de l'EPFL, qui est une plateforme d'échange et d'expertise dans tout ce qui est lié à la sécurité, la cybersécurité bien sûr, mais aussi la protection des données et la transparence dans l'utilisation des données, avec pour acteurs principaux le monde académique, les entreprises et les autorités. Donc voilà, on fait cette interface sur ce sujet-là. Mais là, ce soir, je suis plus là pour poser des questions et faire parler nos orateurs qu'autre chose. Et d'ailleurs, je crois qu'on va commencer avec la première partie qui était par rapport à cette compréhension de l'exposition d'une entreprise. On a eu 2 cas de cyberattaque qui étaient malheureusement intéressants et malheureusement pas isolés aussi, ça arrive. J'imagine que dans le deuxième cas, c'était aussi une question de ransomware. Voilà, donc on avait ce blocage des fonctionnalités et puis une demande de rançon. Première question pour Guillaume, peut-être de ce côté-là, comme vous êtes du côté de l'État de Vaud, il y a un SOC, un Service Operations Center, qui s'occupe et qui gère un peu qui analyse toutes ces menaces. Qu'est-ce que vous voyez comme tendance actuellement par rapport à peut-être ces deux choses, ce document qu'on ouvre ou une attaque directe sur les serveurs? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Oui, alors déjà c'est vraiment pas des cas isolés, c'est vraiment pas les seuls. J'ai eu des chiffres de mes collègues de la police
qui m'ont dit que entre 2022 et 2023, il y a eu 43% d'augmentation de plaintes qui ont été déposées pour des actes cyber. Et ça, on sait que c'est que le sommet de l'iceberg. Il y a vraiment beaucoup plus. Il y a énormément de gens qui n'osent pas porter plainte par peur pour leur réputation, la réputation de leur entreprise. D'autres qui ne portent pas plainte pour des raisons ils ne pensent pas qu'il y a quelque chose qui peut être fait. Et finalement, ce qu'on remarque, c'est quand même un chiffre qui monte jusqu'à 27 millions de francs sur le canton de Vaud de pertes d'argent liées à des attaques cyber. Donc c'est quand même des chiffres énormes, et on voit que c'est local. C'est pas seulement des menaces qui sont à l'extérieur, qui ne nous concernent pas. On est tous un peu concernés à notre niveau. Par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a quand même des actions qui sont prises. On voit que, gentiment, il y a quand même de plus en plus de nouvelles qui disent que certains groupes sont démantelés, il y a des arrestations qui se font. Par exemple, cette semaine, il y a eu en Allemagne la police qui a arrêté des membres d'un service de DDoS. Donc des gens pouvaient les payer pour qu'ils mènent des attaques DDoS contre les cibles qu'on voulait. Donc on voit qu'ils perdent un petit peu leur impunité, ces hackers. Mais finalement, les menaces, elles évoluent, elles continuent à évoluer, elles s'adaptent, elles utilisent aussi les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. On a très rapidement vu l'utilisation de l'AI pour la rédaction de mails de phishing. On a aussi eu au début d'année une attaque où le deepfake a été utilisé. Où en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont fait passer pour le directeur des finances d'une entreprise. Ils ont invité un des membres des finances dans un meeting en ligne où la personne a cru qu'elle parlait directement au directeur. Et finalement, c'est plusieurs millions de francs qui ont été perdus. Donc on voit vraiment que ces attaques, elles évoluent, elles s'adaptent, elles s'accélèrent aussi. Il y a vraiment une automatisation qui fait que ça ne prend pas plusieurs semaines, mois pour mener une attaque. Souvent c'est plusieurs minutes ou heures. Et donc en fait on voit que ça s'accélère et que ça devient vraiment plutôt des entreprises qu'on a face à nous. C'est des entreprises de hacking. C'est des gens qui sont devenus plus ou moins des professionnels du hacking. Et en fait, c'est vraiment, il y a eu des groupes qui ont été intégrés où on voit qu'il y a des groupes RH, il y a des groupes de développeurs, il y a des groupes qui sont responsables des attaques en fait. Et c'est vraiment des entreprises, comme on le voit dans la partie légale, qui sont là pour se faire de l'argent en fait. Leur but c'est vraiment se faire de l'argent le plus vite possible et le plus possible. Donc finalement, leur cible, c'est plus vraiment les grosses entreprises qui maintenant ils ont compris les risques et qu'ils ont mis en place les sécurités nécessaires. C'est plus ces petites entreprises, PME, SME, qui, elles, n'ont pas forcément les connaissances et les moyens pour se protéger et qui deviennent les cibles, en fait, de ces attaques. Et en fait, ça mène un peu à ces attaques de chaîne d'approvisionnement qui finalement, les données des grandes entreprises, telles qu'on a pu voir, par exemple, avec la Confédération, qui ne s'est pas fait directement attaquer, mais c'est plutôt en fait un de leurs partenaires, Xplane, qui eux se sont fait attaquer, où là il y avait les données de la Confédération qui étaient présentes. Et ça c'est une des grandes tendances actuelles en fait, de plutôt passer par les côtés où il y a les gens qui ne sont moins protégés. Et donc l'action du canton et de la Confédération vraiment pour promouvoir un peu cette sécurité, c'est qu'il y a eu par exemple en début d'année la LSI qui a été mise en place, qui pousse un peu à vraiment prendre des actions nécessaires pour se protéger, avec l'ordonnance sur l'obligation d'annoncer pour certaines structures. Et c'est un peu la manière de forcer les gens à arrêter d'ignorer ce problème et de prendre des actions concrètes pour se protéger face à ces menaces. Merci beaucoup. Je crois qu'on reviendra peut-être un petit peu après par rapport à ce devoir d'annonce et la loi. Je crois qu'il y a un point qui est intéressant aussi quand on parlait d'attaque. Là, on a parlé justement de l'AI ou de l'ingénierie sociale, qui sont quand même des moyens d'arriver à la même chose, à ce que quelqu'un clique sur un lien ou de bloquer. Mais là, il y a tout ce côté d'attaquer certaines entreprises pour avoir accès à d'autres. Où là on est sur cette chaîne de valeur ça c'est assez intéressant. Quand on vient à ce qui vous est arrivé là malheureusement, est-ce que vous sentiez quand même, j'ai cru comprendre, pas trop préparé avant, ça c'est clair, mais là on avait de votre côté un peu plus. Et est-ce que vous avez vu les choses différemment après cette attaque en termes de préparation ou d'attente ou de... Oui et non. C'est bien. Alors nous, c'était pas un clic, c'était effectivement le réseau lui-même où en fait un port était resté ouvert pour la maintenance du système par un prestataire
dont on avait confiance en fait. Et effectivement, l'attaque est rentrée par là. C'est le diagnostic qui a été posé. Le cryptage s'est fait par ce biais-là. Oui et non, parce que sincèrement, on en parlera peut-être peu ou pas assez. C'est une question de moyens financiers et de ressources RH aussi. Comme je le disais souvent dans les entités, les PME, je dirais jusqu'à 150, 200 collaborateurs dans ces zones-là. Bien souvent, c'est pas des spécialistes qu'on a dans l'entreprise pour le système réseau. À choix, on délègue et on externalise. Puis je pense qu'il y a une vraie question aussi de responsabilité quand on externalise nos systèmes d'infrastructure IT. Qui porte la responsabilité de quoi? Ça c'est un bout. Et puis pour pouvoir faire de la sécurité, c'est indéniable une fondation, mais une PME aussi. En fait, on met nos moyens sur l'attention qu'on veut porter une PME sur son produit, sur son business. À la fondation, c'est prendre en charge des personnes sous addiction. C'est notre priorité, c'est là qu'on met les moyens. Et puis le parent pauvre de l'informatique, parce que sincèrement, les budgets qui sont alloués encore aujourd'hui aux institutions notamment pour faire de la sécurité pure et dure, ben, ils sont ténus. Et on sait que un bon système, s'il n'est pas usuel comme celui qu'on peut avoir à la maison, il coûte quand même cher. Il y a quand même des moyens au-delà de que les pratiques de sagesse, de prévention que peut avoir l'humain. Voilà, donc je pense qu'il y a un champ de tension là qui est difficile. Ce que je peux dire, c'est que je me sentais vachement plus sécurisée quand je bossais dans des entreprises de 1600 collaborateurs qui avaient tout leur système de sécurité déployé, et en particulier, puisque je suis passée par l'État de Vaud, je me posais pas ces questions-là comme je me pose aujourd'hui au GRAP ou avant à la Fondation des Oliviers. Préparer, de toute façon, on n'est jamais vraiment préparé. Donc même nous, là, on a eu de la chance. On était conscient qu'on avait eu de la chance. Donc on a quand même fait une fois on a résolu le souci, on se voit tous ensemble et alors maintenant comment on fait pour la prochaine fois, parce que le risque zéro ça existe pas dans ces cas de figure. Donc comment on va faire pour améliorer. Et la première chose, ça a aussi été que la direction prenne conscience que le problème il est pas informatique. C'est même si ça vient par l'informatique, c'est l'organisation qui travaille pas. Donc on a, à partir de là, on s'est dit maintenant on met en place des plans de continuité pour que les métiers, on définit les services critiques. Et en cas de crise, en cas de ransomware ou cyberattaque ou autre, ça peut être des incendies, ça peut être n'importe quoi. Mais dans ces cas-là, comment on fait pour que Autella, en l'occurrence, puisse continuer à travailler et puisse fournir ses services à ses clients, à ses assurés? Merci. Jean-Marc, vous avez conseillé quand même pas mal d'entreprises et travaillé sur ce sujet-là. Vous voyez un petit peu on a aussi le côté de l'État qui informe pas mal de qu'est-ce que les entreprises peuvent mettre en place, ou on parle peut-être pas justement de grandes entreprises mais plus de PME ou même de très petites entreprises, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place comme moyen, comme Alors après ce qui vient d'être dit, ça va être difficile de le positionner parce que sans argent c'est compliqué. Il y a des tas de choses qui existent, mais forcément il y a un effort, un investissement, et il faut de l'expertise aussi, il faut les deux. Mais avant de rentrer là-dedans, j'aimerais également rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, vous en avez deux exemples. Tout le monde est exposé aujourd'hui. Je pense que, en plus de ce que vous avez dit, le contexte géopolitique joue un rôle important. Il y avait eu en 2021 une tentative de rapprochement entre les Américains et les Russes pour essayer de tempérer le cybercrime. Évidemment, la guerre en Ukraine a un peu fait tout voler en éclats, et on en subit un peu les effets aujourd'hui. Donc personne n'est à l'abri, ça c'est la première chose. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors idéalement, il y a des outils théoriques que j'enseigne. Par exemple, une analyse de menaces. C'est une méthodologie qui permet de passer en revue un système ou une organisation, et puis de se demander un peu tout ce qu'un attaquant pourrait faire dessus, y compris un attaquant une fois qu'il est à l'intérieur. Ça, c'est important aussi. C'est ce que vous avez évoqué. Et si on réfléchit bien, qu'on est confronté à quelqu'un qui connaît le domaine, on peut quand même pas mal anticiper, puis voir où globalement c'est chaud, et puis investir peut-être en priorité ici.
Après, il y a le problème que vous avez évoqué. Est-ce que le patron est sensible à ça? Parce que c'est lui qui doit investir. Et là, peut-être que pour le convaincre, ce qui peut être utile, c'est de faire un test d'intrusion, tout simplement. De lui montrer que on est capable de sortir ses fiches de salaire même depuis l'extérieur. Ça peut réussir à le convaincre et à obtenir un budget. C'est en tout cas là aussi ce que j'enseigne à mes étudiants. J'ouvre une petite parenthèse d'ailleurs, puisque en ce moment les étudiants vont dans les entreprises pour se former, donc pour mener des tests d'intrusion. Ils font ça gratuitement, donc c'est un autre canal possible. On fait ça à l'école. Ça permet de comprendre, ça permet de convaincre le patron. Et puis il y a d'autres biais. Donc une autre manière d'approcher le problème, c'est de se demander qu'est-ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour défendre mon entreprise? Et là, il y a des standards, tout bêtement. Depuis une vingtaine d'années, il y a un standard qui se développe, qui s'appelle ISO 27001. Alors oui, ça fait un peu lourd. Les gens qui ont été confrontés savent de quoi je parle. Et puis c'est pas à la portée de tout le monde, évidemment. Mais il y en a d'autres. On a localement ici un standard qui cible les PME, qui s'appelle CyberSafe, qui a évidemment pas la même notoriété, pas les mêmes exigences, mais par contre qui est peut-être plus à la portée de beaucoup de gens. Ce standard est public, les exigences sont publiques, donc déjà ça permet à une entreprise de se demander par rapport à ce que moi je fais, qu'est-ce qui est attendu, j'en suis où? Donc elle-même de se dire qu'est-ce qui me manque pour arriver à quelque chose qui soit acceptable pour une entreprise de ma taille. Et puis peut-être plus tard d'avoir recours à un regard extérieur pour obtenir une certification. C'est une autre manière de faire. Puis pour conclure, l'idéal, c'est de faire une analyse de menaces avec des experts, de voir où potentiellement on a des risques, de mettre l'accent là-dessus, de voir dans les standards comment c'est réglé, d'essayer de faire de son mieux pour régler ça, pour qu'au moins la partie urgente on la traite, puis peut-être dans un deuxième temps après compléter pour obtenir une certification. Merci beaucoup. Justement, je vais rester encore un petit peu sur la technique. On parle beaucoup justement d'analyse de menaces. Comment est-ce que on est souvent confronté au terme de surface d'attaque quand on parle d'entreprise ou de vulnérabilité? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Mathias, peut-être de votre côté? Qu'est-ce que c'est concrètement pour une entreprise, ce genre de choses? Yeah, let me try to speak a bit about the attack vectors and the different vulnerabilities that we are facing. A lot of the processes that we have been running have been digitized, right? Instead of doing this on paper locally, they've become digitized. We're running this on computers. We are running a lot of different and diverse software as part of our enterprise processes. And this exposes us to the internet, right? Because many systems today are connected to the internet. It's very hard to have disconnected offline systems at all. On one hand, this enabled us to provide faster processes, faster response times, simplify certain processes, or even automate them in part. But on the other hand, now we are exposed to the internet, which includes the world, right? So instead of before being able to have been attacked from your neighbor or for somebody close by whom you might know, whom you might detect, now you can be attacked by any kind of group running anywhere on the world, right? So the attack vectors that are happening online are much broader, are much more at a very different scale, right? And this is also coming from a different socioeconomic backgrounds that we have to consider, right? Many of these attacks are being run from remote places in the world where even small attacks or small successes can be quite big result for them, right? And they have much more human power, much more scale at their hands. So essentially any kind of software that you're running on your systems as part of your enterprise processes is exposed to potential attacks over the internet. Now, vulnerabilities are commonplace, right? So it is inherently impossible to guarantee security or safety for a given piece of software. Even though we academics have been looking at formal verification and other kind of techniques for the last 40, 50, 60 years, we can pretty much secure software up to a couple of thousand lines of code to formally prove their correctness. Right? If you look at, for example, Google Chrome, this comes up at 100 million lines of code, which would be, if you print this on paper, this would be a stack of 400 meters of just source code that you have to protect and analyze, which is way beyond anything that can be protected. So all software, including the software that you're running on your systems, will be vulnerable, and we have to develop the processes to actually react to that.
vulnerabilities mean that an attacker can potentially gain a foothold by exploiting these vulnerabilities, compromising the state of the system, and thereby, through this foothold, move laterally to gain additional privileges, download software, and then launch other kind of attacks. So we have to protect the software side of things by installing patches, having a secure parameter. Zero trust is certainly an aspect, and we'll come up. We'll discuss other aspects as well. But there's also the human aspect that you have to look at, and especially in smaller enterprises, where you have to train your employees and make them aware that, hey, like not everybody is acting in good faith, and we have to become aware of the different attack vectors that are out there. One of the key points is that you make this fun. Don't make security a burden in your enterprises. Security can be fun. This can be a fun training. This can be a fun exercise for them to work on. Don't blame your employees. We all make mistakes, and breaches are going to happen, right? Make this an interesting experience for them to get better with all these digital processes and actually make it a positive experience. Merci beaucoup. Je propose juste une petite question avant de passer sur les questions de l'audience. Sylvain, là, on parle tout le temps de l'exposition de l'entreprise. Donc, oui, mais pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent? C'est pour l'argent. C'est pas pour le plaisir. Enfin, ça peut arriver, mais je pense que c'est plutôt pour le côté financier. De ce côté-là, on a souvent tendance à dire, surtout peut-être pour des PME ou par exemple une fondation, de dire oui, mais nos données, c'est pas grave. Enfin, pourquoi est-ce qu'on nous attaquerait? Peut-être c'est différent pour une caisse de pension ou une banque ou quelque chose, une entreprise comme celle-ci, mais est-ce que c'est vrai que ça n'a pas de valeur, les données? Ou alors pourquoi est-ce qu'on nous attaque quand même? Dans les deux exemples qu'on a entendus, l'enjeu principal, c'est la continuité des activités. Et au fond, on n'a pas besoin d'avoir des données qui ont une valeur particulière prises de manière individuelle. Au moment où on n'a plus rien, on est quand même assez embêté. Donc là, il y a déjà un premier élément de valeur où on a juste envie de pouvoir continuer son activité. Il y a un deuxième élément qui est celui qui traite des données personnelles ou confidentielles a une obligation de les protéger. Donc si elles sont exposées, il est mal pris et puis il aura envie que ça se sache pas ou de pouvoir garder autant que possible la maîtrise pour ces éléments-là. Et puis après, il y a la donnée en elle-même qui peut avoir une valeur parce que dans une boîte email, on trouve toujours un email gênant ou compromettant qu'on pourrait exploiter pour faire chanter quelqu'un à un niveau ou à un autre. Et puis l'autre point, c'est de se dire qu'au fond, on est dans une criminalité qui est assez peu coûteuse. Si on compare à des cambriolages, ça prend du temps de faire le tour des maisons pour trouver une porte ouverte et on risque de se faire attraper. Si on lance en masse des cyberattaques en essayant de trouver quelque part un port ouvert, ça coûte pas très cher, on laisse tourner ces machines, donc on a quand même une rentabilité qui est assez élevée. Et si on a un coût d'investissement très faible, ben la valeur va pas mal être très élevée pour qu'on soit gagnant. Ouais. Merci beaucoup. Sylvain, Sandy, je vais y arriver. Pas de souci. J'accepte tous les prénoms ce soir, je suis aussi fatigué. Je prends une deux questions du public. Deux questions du public, en m'excusant d'avance parce que il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. Manifestement, on n'aura pas de toute évidence le temps de toutes les traiter. J'ai perdu le fil en vous parlant. En lien avec la discussion tout à l'heure, je voulais prendre une question de Diego dans la salle. Ceux qui veulent pas scanner, vous pouvez aussi lever la main des fois, hein, si vous êtes plus confortable. La question de Diego, c'était quel conseil finalement est-ce que vous donneriez pour sensibiliser les équipes sur les actifs numériques critiques à protéger et évaluer si les mesures de sécurité sont adaptées. Je ne sais pas qui veut se lancer dans une réponse. David. Déjà, il faut identifier ces actifs. Donc, c'est la direction qui va nous dire quels sont les actifs qui sont critiques pour l'entreprise. Après, c'est clair que la loi aussi va nous dire, comme disait Sylvain, il y a toute la partie de données sensibles, personnelles, qui doivent être protégées d'une certaine manière, voire mieux protégées que d'autres. Et puis, sensibiliser les membres de l'entreprise, c'est leur expliquer que une divulgation de certaines données, il y a un risque pour la personne en elle-même. Si c'est des données médicales qui sortent, potentiellement, ça peut lui coûter un job, ça peut lui coûter, une situation familiale compliquée.
Donc c'est vraiment se mettre aussi dans la situation de se dire qu'est-ce que tu penserais toi si c'était tes données médicales qui fuitaient ou comme ça. Ça me permet de rebondir sur une autre question du public. Alors, garde le micro. Si d'autres personnes veulent compléter la réponse à cette première question tout à l'heure, mais peut-être juste parce qu'il y avait vraiment une question, je pense, pour toi derrière, qui va dans ce sens-là. Hein. C'est une question de Corinne qui dit, mais les humains, le rôle du RSSI entre le marteau de l'incident et l'enclume du financement. Comment est-ce que comme RSSI, on sort la tête haute vis-à-vis de son employeur? Alors, je donne déjà une partie de la réponse, mais... On dort pas beaucoup, déjà. Mais non, c'est clair que c'est toute une gestion de risque. Évaluer les risques, communiquer sur ces risques à la direction, dire voilà, il y en a beaucoup. On se rend pas compte, mais il y en a beaucoup. Donc c'est recenser ce qui est possible de recenser et mettre en place les mitigations pour atténuer ces risques, faire un plan, une roadmap, et puis finalement si la direction se dit voilà, ce risque il est atténué dans une année, si ma foi il se produit à un moment donné avant, on aura fait le maximum pour l'atténuer, disons, le plus vite possible. Mais comme je disais, le risque zéro n'existe pas. Hein. Je crois qu'il y a Mathias Payer qui voulait prendre la parole. Yeah, I want to follow up a bit. I think you made a very excellent points in this regard. One aspect I would like to mention is as an enterprise, the best time to prepare or to react to a security incident is by preparing for it in advance, because security incidents will happen. Like there's a 100% guarantee that you will be hacked, right? So it's a 100% guarantee. So use the time in advance to actually prepare the necessary processes. Have checklists on what to do, when to do, what happens when, you're disconnected, right? You're losing all access to your systems. What are the critical services that absolutely must be running, including the timelines? How quickly do I need to react? And backup strategies for payroll, for example. There's a very, imminent doom if you cannot pay out the salaries. Maybe as a fallback strategy, pay out whatever you did in the months before, right? So come up with contingency strategies that may not be perfect, but allow you to continue to work in a degraded state, giving you the necessary time to react. If you need to develop all of these processes while shit is hitting the fan, you're not going to not going to react optimally, right? So you need to prepare in advance, and you will need to have the actual time to prepare these informations in advance. I maybe go through last question and then I give you back the word. Pardon, je continue en anglais. Je parlais toute la journée anglais. Je prends une dernière question et je te repasse la parole, Olivier. En fait, c'est une question auquel on va pas répondre probablement ici, mais qui fera peut-être l'objet de discussion tout à l'heure. C'est la question de Jérémy qui dit Guillaume décrit une situation grave avec des coûts de 27 millions. Et si je me permets, je crois que c'est encore beaucoup plus en fait si on considérait tout ce qui n'est pas reporté. Les dégâts de ces cyberincidents. La question, c'est qui éduque la société sur les risques et les moyens de protection? Alors, j'ouvre pas le débat autour de cette question, mais pour donner quelques pistes de réponse, je pense comme pour beaucoup de choses, c'est l'action d'un ensemble d'acteurs. La société, dans ses différentes facettes, doit être éduquée effectivement. Pour les jeunes, les écoles ont un rôle évidemment. Si on prend cet aspect-là, moi, alors, un petit retour d'expérience personnelle, mon fils en 3P à 6 ans revient à la maison avec le premier password qu'on lui a créé, on s'était refusé à le faire avec sa maman jusqu'à présent, le premier password qui est un password iCloud pour un système d'éducation vaudois, il revient collé dans son carnet de communication. Bon, il y a de l'éducation à faire, effectivement. Il y a des structures comme évidemment le Centre pour la confiance digitale de l'EPFL qui travaille avec des organisations pour diffuser les savoirs développés par les chercheurs, pour contribuer à améliorer la résilience des entreprises. Il y a des structures comme Trust Valley, on en aura un aperçu tout à l'heure, d'un programme d'accompagnement aux PME pour les sensibiliser à ces risques, etc. Donc encore une fois, je pensais, je pourrais en citer d'autres, l'action d'un ensemble d'acteurs. Olivier, je te laisse poursuivre. Je crois qu'il y a 100. Oui, je vais juste intervenir parce que j'ai un défaut comme ça de devenir très pragmatique sur des choses. Je pense qu'il peut y avoir du fun dans la formation, c'est certain, et
et que c'est très bien. Je pense que ce qui est le plus aidant dans les petites structures et les petites PME, c'est de faire porter les responsabilités au bon niveau pour chaque chose. C'est-à-dire qu'un salarié a sa part de responsabilité. Je me suis fait retoquer par Monsieur Fanti dans un salon des entreprises quand le sujet est venu. Vous connaissez, pour ceux qui le connaissent, son verbe et sa parole, en fait en disant qu'à partir du moment où on explicite la responsabilité, et j'ai découvert avec Monsieur Fanti que la responsabilité d'un salarié peut être jusqu'au pénal pour lui aussi, à savoir que s'il utilise, et que ça a été explicité par exemple, que les mails privés au bureau c'est pas ok, que voilà, des actes de l'ordre privé sont pas ok, et que c'est décrit et que vous donnez l'information au salarié, il y a un retournement. De la même manière que pour un responsable informatique, s'il souligne à son patron qu'il a observé les risques, qu'il les a identifiés et que donc il veut une décharge du risque parce que lui il les a vus, il peut pas déclencher tout seul les moyens financiers ou les budgets pour l'avoir, et à partir de là, je l'ai fait. Et c'est fou ce que les choses changent quand en face, puisque j'étais pas dans un rôle de directrice générale pour le coup, mais là je me retrouve à faire la même chose avec un conseil de fondation, hein. Donc il faut être très lucide de comment est-ce qu'on fait les choses. À partir du moment où, quand on a identifié le risque, on le signifie et on dit si ce geste a été inconforme, c'est coercitif, c'est pas sympa et c'est pas fun. Je suis d'accord, mais c'est fou ce que ça, par contre, ça marche, parce que chacun alors prend sa responsabilité, y compris pour les entreprises ou les fondations ou associations qui sont subventionnées. Quand vous retournez à l'État en disant « Moi, j'ai identifié, je peux pas faire avec ce que j'ai, donc je vous remercie de me donner des charges. Si c'est X centaines de milliers de francs, faudra pas venir me les retoquer chez moi. » Là, il y a un petit bout, c'est très basique, c'est pas fun, c'est très coercitif comme je leur dis, mais qui permet de remettre l'église au milieu du village. Pour vous donner l'exemple genre humain, juste, hein, après notre hacking, où tout le monde a balisé parce que c'était un trauma RH vraiment violent. Néanmoins, après, j'ai eu une partie des salariés qui revenaient avec des disques durs et des clés USB pour me dire « Ah ben, au moins comme ça, si ça crache, j'ai quand même ma clé USB. » Donc voilà, je pense qu'il y a des choses où l'éducation, c'est vachement compliqué. Merci beaucoup. Justement, ça parle. On a parlé des différentes attaques, et puis qu'est-ce qu'on met concrètement en place dans les entreprises comme mesure de protection. C'est la deuxième partie de notre discussion. Donc ça fait une belle transition. Jean-Marc, là, vous avez parlé aussi du label CyberSafe, justement, qui accompagne les PME. Je vais pas avoir une question pour vous, mais pour David après ma petite introduction. Il y a aussi le programme Trust for SME, qui est un des programmes qui permet à des PME romandes de leur fournir un accès et un accompagnement sur tout ce qui est des professionnels de la cybersécurité en Suisse. Et puis, il y a un accompagnement sur 12 mois. Il y a déjà plus de 20 PME qui ont bénéficié de ce plan. Et puis vous êtes justement, Otella est actuellement en train d'en bénéficier. La question que j'ai, c'est qu'est-ce que vous avez changé, si on doit citer une chose, sur la cybersécurité dans votre entreprise? Qu'est-ce que ça vous a amené et qu'est-ce que vous avez changé? Personnellement, déjà, ce que ça a changé, c'est le fait de rencontrer d'autres personnes qui sont soumises aux contraintes de la cybersécurité, de pouvoir partager avec elles. C'est un super endroit où on est certainement la plus grande entreprise du programme, et puis on partage avec des entreprises où elles sont 5, 10 personnes. Donc, déjà ça. Et après, en termes de sensibilisation, de se rendre compte justement quand on a partagé, on a une table ronde sur les cyberattaques, et on se rend compte qu'il y a des petites fondations justement qui ont été victimes comme vous de cyberattaques, et c'est un impact personnel. Elles le prennent pour elles. Et là aussi, après justement, quand on fait ces sensibilisations, d'expliquer, voilà, attention, parce que ça peut impacter la personne. On remonte ça au RH aussi, à la direction, et c'est des choses on se rend pas compte comme ça. C'est intéressant. Vous avez mentionné avant le plan de continuité, où là on est dans quelque chose de très processus technique, et là on est dans la sensibilisation, on est plus vraiment dans l'humain. Donc il y a ces deux côtés-là qu'il faut faire avancer en parallèle. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Il y a un moment où on doit se préoccuper de l'humain, parce que c'est comme je disais, hein, le cas c'est
qui nous est arrivé, c'est une personne qui clique. Donc on peut pas aller avec le fouet vers tout le monde. Donc on est obligé de sensibiliser. C'est pas une formation, c'est vraiment une sensibilisation. Expliquer pourquoi, qu'est-ce qui peut arriver. Merci. Jean-Marc, maintenant peut-être pas par rapport à ça, on a parlé de 2 exemples, on a parlé du plan de continuité. Principaux outils ou mesures à mettre en place pour une entreprise ou une PME? Ouais, je pense que je vais en prendre que quelques exemples, parce qu'il y en a quand même pas mal. Peut-être que ce que je voudrais dire avant, c'est qu'on a pas mal parlé du risque humain jusqu'à présent. C'est clair que c'est souvent le risque majeur, c'est souvent la façon la plus facile de rentrer. Même chez les professionnels de la sécurité, c'est souvent par là que le diable rentre. Et donc effectivement dans une entreprise comme vous disiez où les gens sont là pour dont le métier c'est de faire c'est le bien des autres, etc. C'est clairement pas leur préoccupation. On peut effectivement essayer de les sensibiliser, on peut essayer tout ce qui a été dit avant, c'est très bien, il faut le faire, c'est clair. Je rajouterais aussi un terme sur ce que vous disiez, que l'entreprise communique, je sais plus lequel d'entre vous d'ailleurs disait, clarifier quels sont les actifs, les biens qui sont précieux, quels sont les comportements à tenir pour les protéger, pour faire partie donc de la sécurité de l'entreprise. Et puis in fine, quand on n'a pas fait comme il faut, qu'est-ce qu'on risque? Ça a un nom, ça s'appelle une politique de sécurité. Il y a aussi c'est très difficile pour une petite entreprise d'arriver à développer cette politique. Il y a la partie avec ses collaborateurs, mais pour moi c'est le début, ça devrait commencer par là. Puis in fine, quand tout ça a été fait, ça suffira pas, puisque même les grands éditeurs de logiciels de sécurité se font avoir de cette manière-là. Donc il faut avoir réfléchi et revenir à l'analyse de menace dont je vous parlais avant. Et maintenant l'attaquant il est dedans, qu'est-ce qu'il peut faire? Et là aussi, alors si on reprend l'humain, il faut lui donner les moyens de se défendre. Il y a des trucs tout simples, et des trucs tout bêtes. Les mots de passe, quelle galère ces mots de passe, hein. Ça fait en tout cas une décennie qu'on les critique, mais ils sont encore partout. Et puis pour le commun des mortels, dont je fais partie, se rappeler plus de 3 ou 4 mots de passe, c'est pas possible. Et malheureusement, réutiliser le même mot de passe partout, c'est une des portes d'entrée privilégiées aujourd'hui. Vous mettez votre mot de passe sur un site externe, le site externe se fait hacker, le mot de passe tombe dans les mains d'une autre personne, vous avez utilisé le même en interne, l'attaquant qui a attaqué votre fleuriste, et maintenant il rentre dans votre entreprise. Et il y a des outils pour ça. Ça s'appelle un password manager. C'est pas très cool, c'est pas très marrant, mais par contre, si on enseigne aux gens, qu'on les oblige à l'utiliser, on va descendre déjà ce risque-là vraiment énormément. Il y a d'autres outils. Les gens qui se déplacent avec leur laptop, il y en a de plus en plus. Il y a des solutions de chiffrement de disques qui rendent les choses un peu plus pénibles, mais pas tant que ça. Et qui protègent bien si le laptop est volé. Je pourrais encore en citer quelques-uns, je vais m'arrêter là. Mais donc oui, il y a plein d'outils qui les entreprises doivent considérer pour aider leur personnel à assumer ce qu'elles leur demandent d'assumer et ce qu'elles auraient dû leur demander d'assumer en amont. Puis après, il y a d'autres outils, comme j'ai dit, il y en a tout plein. Mais au minimum, aujourd'hui, il me semble qu'une entreprise devrait être capable de gérer ses accès de manière centralisée et surtout de les enlever, la galère des comptes que l'on crée et que l'on n'enlève jamais, avec des mots de passe qui n'étaient pas forcément très forts à le moment où on a créé le compte. Donc là, il y a des solutions, des annuaires d'entreprise qui permettent de gérer ça de manière relativement simple. C'est pas tout à fait vrai, mais de manière assez abordable. Et puis aujourd'hui, il y a des solutions quand même qui sont vraiment très performantes, qui s'appellent des Endpoint Detection and Response, qui sont fournis par les ex-éditeurs d'antivirus, qui sont, pour dire simplement, des scanners qu'on installe sur les postes des utilisateurs, encore eux, pour vérifier typiquement quand ils ouvrent une pièce jointe, une chose comme ça, qu'il n'y a pas quelque chose d'anormal qui se passe. Et honnêtement, ils sont assez efficaces. J'essaye d'entraîner mes étudiants à contourner ces mécanismes de défense. C'est vraiment très compliqué. Voilà. Donc oui, il y a des moyens. Merci. Là, on parle pas mal de protéger le système en tant qu'entreprise. Mathias, vous êtes plus dans le comment protéger même les logiciels, les outils, tout ce qu'on développe depuis la base. Qu'est-ce que vous voyez en termes de techniques utilisées pour se protéger ces vulnérabilités de votre côté?
There's a bunch of different systems that you can combine. There's multiple layers of security that you will need, essentially. If I would separate, any enterprise needs to develop processes, as were already mentioned, endpoint scanners, but also ingress for any kind of email servers that you look at. You need your anti-phishing, anti-spam, anti-malware solution that already filters as much as you can, potentially analyzes any kind of social networks. Where do the emails come from? Have you had contact with these people before? This already allows you to minimize the kind of attack surface or the exposure that you have towards the outside. And there's very well-known products out there. Along with, for your systems, if you're just using software, install all your updates, install all your patches, just develop good digital hygiene, and keep your systems updated. Along with keeping information about the configurations that you have, SBOM, like software bill of material, is another new keyword that has been used quite a bit recently as we're moving towards enterprises that actually build software. If you're building software, you need to have dedicated security teams that look at the source code that is being developed. If you have developers in your enterprise that even do even small applications that are only being used internally, you need to make security a priority as part of it, because this will partially be exposed to the outside. You need to have security integrated into the systems right from the start by training your developers, making them aware, telling them how to do best practices, work with the users, and augment this with the necessary education on the side. So it's a lot about processes, and I keep repeating myself, but you have to define your processes. You have to integrate security, make security a directional decision point as well. Merci. Sylvain, je vous avais promis qu'on reviendrait au côté juridique un peu plus tard. On en avait parlé au début. On va peut-être pas parler encore de la LSI ou du devoir d'annonce pour l'instant, mais une société, enfin maintenant on est dans le numérique, on a plein de données, on stocke des données de plus en plus sur les clients, sur les partenaires, sur les employés ou même pas mal de choses. Quelles sont vos recommandations en termes de réduire l'exposition en réduisant les données? Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui est facultatif? Comment est-ce qu'on met ça en place? Alors, on a deux catégories de données. Principalement, on a les données personnelles pour lesquelles on a une obligation légale de sécurité, en particulier de confidentialité. Et puis, on a toutes les autres données sur lesquelles on aura des obligations qui vont dépendre de la relation avec celui qui nous les a fournies, qui peut mettre une obligation de confidentialité, de secret d'affaires, etc. De manière générale, en protection des données, il y a un principe de proportionnalité qu'on a tendance à pas toujours vouloir respecter parce qu'il nous ennuie un peu, mais au fond le meilleur moyen c'est d'avoir moins de données et moins on garde de données qui servent à rien, plus on réduit sa surface d'exposition. Donc très souvent on a déjà ce réflexe de dire mais pourquoi vous gardez cette banque d'adresses là qui est inutile, pourquoi vous gardez ces données dans un état live et pas dans un accès archivé, pourquoi vous le mettez pas dans un endroit peut-être à titre de sécurité, si éventuellement vous devez les conserver pour des obligations légales, il n'y a pas besoin que toute l'entreprise ait accès. Et en réduisant ces possibilités d'y accéder, ces existences même de la donnée, mais on réduit aussi sa surface d'attaque de manière très facile techniquement. Merci. Question de l'audience sur Sylvain. Je me démute. Sylvain, garde peut-être le micro, puisque il y a une question d'un anonyme dans la salle. Dit: quelle est la responsabilité d'une équipe informatique si une faille signalée à la direction n'est pas corrigée et conduit à une cyberattaque? Est-ce qu'il y a une responsabilité métier de dire je savais mais j'ai pas dit, on n'a pas patché, on n'a pas réagi et un incident s'est produit et il y a du dommage? Alors, il peut y avoir une responsabilité morale, il peut y avoir une responsabilité éthique, mais d'un point de vue juridique, la responsabilité première, c'est celui qu'on appelle le responsable du traitement, donc soit la personne physique si elle est seule, soit l'entité, la commune, la personne morale. Donc à ce niveau-là, l'équipe informatique, elle n'aura pas de responsabilité vis-à-vis de l'extérieur. Elle pourrait avoir une responsabilité en application de son contrat de travail pour avoir mal fait son travail, qui va souvent conduire à un licenciement, mais pas plus, et ça c'est pour le
cas où elle aurait, alors à l'inverse, caché à sa direction ou choisi d'utiliser l'argent d'une licence pour un système de détection et puis pour aller faire une fête le week-end plutôt que de prendre les mesures de sécurité demandées par la direction. Mais si on est dans un travail normal et encore moins si on a rendu attentif sa direction, on n'aura pas de responsabilité. On pourrait avoir une responsabilité. Il y a deux cas particuliers de responsabilité individuelle. C'est notamment sous l'angle de la violation du secret de fonction, puisque c'est la personne, le fonctionnaire elle-même qui est débiteur de cette obligation, et puis les mesures de sécurité à prendre sous l'angle de la protection des données, et là c'est celui qui choisit intentionnellement de pas les prendre. Donc de nouveau, l'équipe informatique qui rend attentif sa direction et on lui dit tu n'as pas les moyens, c'est pas elle qui a choisi de pas les prendre. Par contre, comme vous l'expliquiez avant, sans même faire de contraintes, simplement en rappelant qui est responsable, ben on va rendre pénalement aussi responsable celui qui aurait voulu tenter de se défiler. Je peux rajouter une petite chose, une politique de sécurité pourrait tout à fait prévoir ce genre de choses, dire que c'est la responsabilité de l'informaticien de devoir patcher sans délai et puis prévoir des sanctions plus tard qui seront, c'est un contrat interne avec son entreprise. Il pourrait même se faire licencier pour ça. Merci pour ce complément, Jean-Marc. Je prends une autre question du public avant de repasser la parole à Olivier. De Eric. Informatique, quantique et sécurité. Sommes-nous préparés au pire? Alors, c'est des sujets, quantum computing, qui reviennent dans cette conférence Black Alps. On aurait pu formuler la même en mettant IA et sécurité. Sommes-nous préparés au pire? C'est un peu les hypes actuels, etc. Mais je pense que c'est des vraies questions qu'on se pose. Je sais pas si Guillaume, Mathias, Jean-Marc ou d'autres personnes souhaitent y répondre. Alors, je suis de loin pas un expert en informatique quantique, mais je me suis quand même un peu informé sur le sujet. Et donc, on voit qu'il y a quand même déjà des actions qui sont en cours pour créer des algorithmes qui peuvent protéger contre les futurs ordinateurs quantiques qui seront présents. Donc, il y a déjà des actions qui sont quand même en cours. Mais malheureusement, il y a un autre problème que j'avais un peu découvert lors des conférences que j'avais suivies, c'est que toutes ces données qui ont été déjà capturées maintenant, qui sont conservées, qui sont peut-être actuellement pas possibles de décrypter, dans le futur, une fois que ces ordinateurs quantiques seront disponibles, là, il y aura le problème que toutes ces données, elles seront facilement décryptables, et là, il y aura quand même peut-être des données qui sont très sensibles, qui pourront peut-être apparaître beaucoup plus tard, et donc c'est aussi des mesures à considérer en fait quand on protège nos données, que peut-être actuellement il n'y a pas moyen de les décrypter, mais dans 5 ou 10 ans, est-ce que ces données ont encore de la valeur, et donc quand les ordinateurs quantiques seront disponibles au plus grand nombre, est-ce que là il n'y aura pas un risque par rapport à tout ça? On peut pas tout faire, mais c'est des choses à prendre en considération. As an academic, let me give you a controversial response to that. If you are in a small or medium-sized enterprise, you don't need to worry about this. Why? There's a lot of experts working on quantum safe, cryptography, and so on. These topics are being discussed in academia right now and are being developed into processes. Same as for different kind of software bugs, exploitation of low-level systems and whatnot. As a general enterprise, you don't need to worry about this. We are working on systems and mitigations to keep them in place, and they're going to be rolled out in due to due processes. Like, you will be using quantum-safe cryptography going forward. Standards are being updated. As long as you keep updating your system as a small or medium-sized enterprise, you're fine. Same for artificial intelligence. Very likely, the main attack vector that we're going to see is not in malware attacks. It's not in sophisticated targeted malware that are being sent down to a small or medium-sized enterprise. The main attack vector is going to be phishing, and different kind of phishing attacks. And you need to already prepare against different kind of phishing attacks. So keep doing what you're doing, follow the best practices. Don't worry about the latest and greatest hype. If it becomes true, it will trickle down, and there is going to be protocols in place for you that you can, and standards that you can follow, to protect yourself against it. May I just add one point? Do you remember Eternal Blue? So, it could happen anyway. Okay? So Eternal Blue was
May I say it in French? Donc, Eternal Blue, c'est une faille célèbre qui est arrivée en 2016 et qui a été rendue publique par une équipe dont on ne sait pas trop qui ils étaient, les Shadow Brokers, et qui a donc dévoilé une faille dans Microsoft, dans le système Samba. C'était en 2016, et qui a permis ils ont publié, en fait, ils ont annoncé qu'ils avaient récupéré des données de la NSA, qu'ils avaient piraté la NSA, et parmi les choses qu'ils ont publiées pour le prouver, il y avait ce Eternal Blue, cette faille, qui était ce qu'on appelle un zero day, c'est-à-dire quelque chose un système qui est vulnérable, mais même l'éditeur ne savait pas. Donc ils ont publié la vulnérabilité, et ce qui s'est passé quelques semaines après, c'est WannaCry, peut-être que certains d'entre vous se rappellent, un ransomware qui a infecté des centaines de milliers de machines. Donc je tempérerai un tout petit peu, oui, tant qu'on maîtrise, c'est vrai, mais quelquefois l'actualité va plus loin. Donc des fois, mais dans ce cas-là, personne n'y peut rien. Ouais, les grandes entreprises seront impactées autant que les petites. Tout le monde, voilà. Absolument toute la planète. Là, c'était des centaines de milliers d'ordinateurs sur la planète. Ouais. Merci beaucoup. On va passer à la troisième partie de notre discussion, qui était plus sur le côté de gérer un incident ou une crise. Puis là, j'aurais une question pour Guillaume. Vous avez parlé de tout ce que l'État de vous met en place pour les autres en termes d'observatoire mais ma question, ce sera plus qu'est-ce que vous-même mettez en place pour vos propres services de l'État de Vaud en termes de facteurs humains, d'information, de sensibilisation ou de formation en elle-même? Alors, déjà, on a le classique, la sensibilisation, les formations, ça c'est un peu ce que tout le monde utilise. En fait, il y a aussi une deuxième partie qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi tous ces facteurs où on peut réduire, en fait, cette surface d'attaque par rapport aux facteurs humains. C'est activer le two-factor, avoir un antivirus activé, avoir un filtre DNS. Et en fait, c'est toutes des petites couches qu'on ajoute, que c'est pas si, mais plutôt quand on va se faire hacker. Mais en fait, le hacker, il va être ralenti le plus possible. Et c'est ça un peu notre but, c'est vraiment de ralentir au maximum la vitesse, ou même finalement faire que le hacker il abandonne. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Alors, c'était dans mes précédentes vies, mais on avait dans un incident, on avait remarqué que ça faisait plusieurs années en fait qu'il y avait des connexions suspicieuses sur un des environnements qu'on avait. Mais finalement, on avait remarqué qu'il y avait rien qui s'était passé de plus. Et en fait, à la fin, on en avait déduit que c'était sûrement parce que l'environnement était complètement en Linux. Et finalement, pour les attaquants, ça demandait trop de travail. C'était pas assez intéressant pour eux. Donc finalement, ils ont abandonné et ils ont rien fait de plus. Et donc à l'État, vraiment, on essaye de fournir un maximum d'informations sur qu'est-ce qu'on utilise. D'un coup, toutes les formations, certaines formations qu'on utilise en interne, on les a mis à disposition sur notre site internet qui sont disponibles pour tout le monde. On essaye de mettre à disposition aussi les différents rapports qu'on fait chaque mois sur l'état de la menace, qu'on met sur notre application et sur notre site à disposition de tout le monde. Donc on essaye vraiment d'être un peu le moteur à l'origine de cette prise de conscience des risques cyber. On a aussi, par exemple, je donne des cours au CEP où je montre quelques techniques utilisées par les hackers pour faire leurs attaques, qui permet un peu de sensibiliser. On est aussi en soutien derrière SEAL, qui est là aujourd'hui, la Trust Valley, qu'on soutient vraiment, qui sont vraiment des gros moteurs un peu pour prendre conscience et mettre en place ces bonnes pratiques de cybersécurité. Parce que notre but, c'est vraiment un peu que tout l'écosystème vaudois se familiarise et prenne conscience. On sait qu'il y a des coûts derrière qui sont souvent un gros facteur pour tout le monde qui freine à la mise en place des différentes mesures. Donc notre but, c'est vraiment de tout ce qu'on fait en interne, on essaye de le donner en externe un peu gratuitement pour que les gens se familiarisent avec les différents problèmes de cybersécurité et comment on prendre conscience de toutes les mesures à mettre en place. Parfait, merci. On a parlé d'authentification à deux facteurs ou d'antivirus, je prends. Quand on parle de rendre amusant le côté cybersécurité, je crois qu'on va laisser Linux de côté, plutôt que d'installer tout le monde sur des Linux. Je suis pas certain que ça marche, ça. On a parlé là de réponses techniques ou plus aussi au niveau des employés ou des collègues. Sandra, en tant que dirigeant d'une fondation, d'une entreprise, il y a
tout le côté organisationnel ou mise en place de processus, ça demande beaucoup de travail ou comment est-ce que quel est votre retour d'expérience, peut-être avant ou après, maintenant que vous êtes au courant et sensibilisé à ces risques-là? La réalité, c'est que ça passe souvent en dernier, puisque c'est le quotidien, la charge de travail du quotidien de l'opérationnel prend le dessus sur ces moments de pause qui nous permettent d'avoir les checklists, d'avoir les processus de construire une stratégie. On prend peu de temps pour ça, mais au fond, pas tellement par paresse des dirigeants ou des patrons d'entreprise, mais parce que le temps manque. Et donc c'est vrai que je suis une partisane du copier-coller et puis changer le titre, donc des solutions qu'on peut avoir en réseautage. Je pense que la force vraiment, c'est de se souvenir que autour de nous, qu'on soit une association, fondation, en fait, on a tous des réseaux et que ça vaut la peine de duplifier des solutions et pas réinventer la roue. Un plan de continuité, des matrices existent. Ça prend du temps quand on doit le faire tout seul, mais en fait, il y a plein de types qu'on peut prendre rapidement, mettre en place, quelle que soit la structure. Mais indéniablement, le matin, quand on prend son poste, aujourd'hui je le vois au mien de poste, mais ça a été vrai avant. Ce temps-là nous manque parce qu'on a les commandes qui arrivent, parce qu'on a les urgences, parce qu'on a l'opérationnel un salarié absent, faut le remplacer, faut le mettre devant, etc. Et puis la réalité, c'est qu'on doit bien faire ça en premier, en fait. Donc il faudrait pouvoir faire pause, prendre le temps, se renseigner et puis faire les choses. Donc c'est compliqué. C'est nécessaire, indispensable, mais compliqué. Vous avez mentionné ce réseautage. Je crois que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour toutes les PME. Vous l'avez trouvé où? Parce que oui, quand on subit une attaque, on a un spécialiste qui vient. Quand on discute dans des conférences ou des événements qui sont avec des gens de la profession, oui, on peut discuter de ceci. Mais ce réseautage sur le côté purement cybersécurité, au partage de connaissances ou d'expérience. Dans mon cas, c'est vraiment le bouche à oreille. Moi, pour ma part, ça a été vraiment mon parcours professionnel. Donc les téléphones, je les avais. Il se trouve que le contact était encore bon et que les tuyaux m'ont été donnés. Mais au fond, si on réfléchit un tout petit peu vraiment sur le champ vaudois de notre région, etc., si on prend le temps, on a tous dans son périmètre, dans une entreprise, quelqu'un qu'on peut appeler et il faut oser le faire. Je pense vraiment que a été signifié le dégât d'image, de porter plainte, de dire qu'on a des données qui partent. Enfin, moi, j'ai vécu ce que j'appelle une scène de crime, parce qu'il faut déposer plainte. Tout d'un coup, il y a une unité cybersécurité qui déboule la police, des PC séquestrés. Enfin, j'ai vécu NCIS, à un moment donné. Et puis après, en se disant, et mes données, puis qu'est-ce qu'on va penser de tout ce qu'on a fait faux? On parle de dark web, qu'on a publié des infos, de la responsabilité sur les données personnelles. Enfin, il y a tout ça qui s'enchaîne. Puis si on fait juste le pas de recul en se disant que n'importe qui peut être concerné, je suis peut-être pas la seule. Là, je pense que dans la salle, vous avez tous accès à d'autres entreprises, des informaticiens, peut-être un ami que vous connaissez dans le domaine. Moi, c'est vraiment ça qui m'a sauvée. Merci. Par rapport à ça, je vais prendre juste encore une question pour Sylvain avant qu'on passe peut-être sur les questions de l'audience. On a parlé de l'obligation et du devoir d'annonce. Je reviens là-dessus maintenant, vu comment est-ce qu'on gère un cas d'incident. On parle d'infrastructures critiques normalement qui ont ce devoir d'annonce. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Effectivement, on a deux devoirs d'annonce différents. On en a un qui concerne beaucoup de monde, qui est celui lié à l'atteinte à la sécurité de données personnelles, où lorsqu'on en a un risque élevé, on doit informer le PFPDT, l'Autorité fédérale de protection des données, ou alors si le RGPD, le règlement européen, s'applique, on doit informer toutes les autorités européennes dans lesquelles on a des résidents dont les données sont traitées dans un délai de 72 heures avec un risque d'amende important si on le fait pas. En Suisse, il y a pas de sanction si on le fait pas, donc c'est un petit peu moins grave, mais c'est bien de le faire quand même. Et puis si ça peut être utile à la protection de la personne concernée, notamment si on a un mot de passe, puisqu'on a entendu cette mauvaise habitude que certains auraient de réutiliser leur mot de passe, c'est important d'informer la personne pour qu'elle puisse changer ce même mot de passe sur d'autres systèmes sur lesquels on n'a pas la maîtrise. Donc là, c'est l'aspect de données personnelles. Et on a une nouvelle obligation qui devrait entrer en vigueur dans le courant de l'année prochaine, en 2025, qui découle de la LSI, la loi sur la sécurité de l'information, qui s'applique principalement
aux organes de la Confédération, mais qui a une obligation d'annonce qui, elle, est beaucoup plus large, qui a un champ d'application un peu étendu de cette LSI pour toutes les infrastructures critiques. Alors ça peut être le secteur de l'énergie, par exemple, mais ça peut aussi être certains fournisseurs de services informatiques, ça peut être la grande distribution. C'est tous ces acteurs qui jouent un rôle important pour le bon fonctionnement du pays. Et là, on parle plus de sécurité des données sous l'angle de la confidentialité, mais c'est les cyberattaques au sens beaucoup plus large. L'ordonnance va préciser la durée dans laquelle une personne a été non détectée dans un système, si on a une demande de rançon par exemple, et dans ce cas-là, il y a une obligation d'annoncer à l'ancien NCSC, à l'Office fédéral pour la cybersécurité. Et on devrait avoir normalement prochainement, puisque l'obligation n'existe pas, mais un formulaire en ligne avec des critères très clairs qui permettraient de reconnaître si on est sujet ou pas à l'obligation d'annonce. Je suis une PME. Je vais devoir demander si j'ai un devoir d'annonce ou on va m'informer que je fais partie des gens qui ont ce devoir d'annonce. Alors, en lisant la liste qui fait à peu près 2 pages de la loi, on va pouvoir identifier si on est soumis à cette obligation ou pas. Et puis, j'imagine que de manière assez pédagogique, le formulaire va nous répéter ces critères, à la fois en tant que personne, entité concernée, et en tant que gravité de l'infraction pour déclencher. Merci beaucoup. Sandy? Oui, plus le sujet est intéressant, plus le temps passe vite. Le temps est très vite passé, et on avait beaucoup d'autres sujets à aborder. Le sujet de la sécurité informatique, de la cybersécurité étant très vaste. On n'a pas couvert la moitié de ce qu'on voulait parler avec vous ce soir, mais ça tombe bien parce qu'on aura encore un moment tout à l'heure pour échanger de manière plus individuelle. On a commencé avec un petit peu de retard, reporter ce retard pour ceux qui comptent sur le bus. Le bus aussi prend le décalage horaire, donc ne vous inquiétez pas, il nous attendra et partira pas tout seul. Moi, je vous propose de faire un dernier tour de table pour conclure. Est-ce que, en commençant, en face par David, est-ce que vous arrivez chacun à nous donner, en 30 secondes maximum, votre key takeaway? Qu'est-ce que, d'un point de vue de la sécurité informatique d'une PME, pour ces personnes dans la salle, doivent retenir aujourd'hui en partant pour être meilleurs demain? Le plus important, je dirais, déjà, c'est sensibiliser. Sensibiliser, partager. Pas avoir peur de partager une expérience. On a parlé de cyberattaque. On a eu le cas. J'ai assisté à une conférence de l'ASA la semaine dernière où il disait il faut pas avoir peur de partager ce genre d'expérience. Ça arrive à tout le monde. Et puis le fait d'en parler, on améliore aussi notre expérience. Ok. Alors en 30 secondes, je vous rappelle qu'il existe CyberSafe. Un label dont les exigences sont publiques. Vous googlez ça, vous allez voir, et ça se lit assez vite. Et puis, je vous rappelle aussi que on envoie nos étudiants à l'HEIGVD faire des tests d'intrusion dans les entreprises qui le veulent. Vous êtes les bienvenus, vous avez qu'à me contacter, et évidemment, ça sera pour l'année prochaine. N'hésitez pas. Bonne soirée. C'est pas parce qu'on l'a vécu une fois qu'on fait tout juste ensuite. Donc vraiment, c'est de se tenir informé, de se former et de oser, vraiment, je le redis, réseauter et partager, quoi. C'est là qu'on est plus solide. Moi, je pense que je dirais qu'il faut aussi se renseigner autour de soi des différentes initiatives. Comme on a parlé aujourd'hui, il y a par exemple la Trust Valley qui est un moyen peut-être assez simple pour une petite PME de se former à la cybersécurité. Il y a aussi, au travers de SEAL, il y a des initiatives de fournir des produits qui sont assez peu coûteux pour les petites entreprises, donc essayez de vous renseigner autour de vous, des entreprises locales. Il y a plein d'initiatives. CyberSafe aussi en est une initiative, donc renseignez-vous autour de vous pour trouver un peu ce qui peut vous aider localement et puis vous apporter une solution peut-être moins coûteuse que ces grosses solutions qu'on peut trouver sur Internet. Prepare. I think if I would use only one word, it's prepare. Take the time, prepare the necessary processes, train your employees, set time aside, set a budget aside to make sure that you can actually anticipate the attacks that will happen. There's a lot of processes out there. Try to define what is best for your enterprise. If you're a very small enterprise, have somebody dedicated to security. For medium-sized enterprises, have a team of people working in security. Follow the best practices and prepare because a breach will happen.
J'aurais déjà pu dire tout ce qui a été dit, donc ça me permet d'avoir un peu plus de temps. Je crois que pour être un peu positif, on parle souvent de c'est pas si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Mais il faut aussi se dire que ces attaquants, ils sont assez paresseux. Et il n'y a pas toujours besoin. Alors dans certains cas, il faut être extrêmement bon pour se protéger, mais dans la plupart des cas, il faut juste être un tout petit peu meilleur que le voisin. Et ça veut pas dire toujours faire des choses extrêmement compliquées. On a entendu plein de petites mesures qui peuvent suffire. Et je pense que à moins d'être une cible de choix, vous pouvez déjà sensiblement réduire votre risque en faisant juste un tout petit peu mieux que celui qui fait rien, et ça c'est à la portée de tous, et puis ça peut être le message positif. Merci beaucoup. Olivier, tu as le droit aussi de donner un takeaway si tu le souhaites, évidemment, ou de conclure. Moi, je donnerais un takeaway en rebondissant peut-être ce dont vous avez parlé, la Sandra. On a le travail de tous les jours, puis on a plein de priorités, puis on a tout le temps tendance à dire oui, plus tard, ou on verra. Juste de réfléchir aux conséquences. Puis dire oui, si ça arrive demain, il n'y a plus rien pendant minimum 2 semaines. Peut-être que ça vaut la peine de quand même prendre un jour ou 2 pour bosser là-dessus plutôt que le reste. Mais je pense qu'il y a cette réflexion-là de temps en temps de se dire oui, mais j'arrête et je réfléchis juste. Quelles sont les conséquences si j'ai plus rien, plus un email, plus un serveur, plus un document. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup à vous. Un très grand merci à tous. Je vous propose de rester encore quelques minutes assis. Vous également dans l'audience. Je vais vous donner moi aussi quelques takeaways. Je vais le faire en mode sprint pour ne pas dépasser davantage de l'horaire. Si c'est mon voilà. Je reprends le cas de mon fils. Il n'a pas la bonne base. Hein. C'est son password collé. Absolument. On en discute tout à l'heure à l'apéro. Donc, c'était pas par hasard si ce soir on avait des experts, notamment des 3 institutions académiques. J'ai très brièvement introduit SEAL en introduction de l'événement. Je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus ce soir, mais je voulais simplement souligner l'existence de ce programme, qui est donc une alliance stratégique entre ces 3 institutions, qui ont, comme vous l'avez vu au travers les interventions de Jean-Marc Bost, Mathias Payer et Sylvain Métil, des profils de compétences différents dans ces institutions. Et l'idée qu'on a, c'est de les faire travailler davantage ensemble pour adresser, avec la complémentarité de ces compétences, les challenges de cybersécurité. On est soutenu depuis l'année passée, par le canton de Vaud, mais notre programme a effectivement démarré cette année. Il s'appelle, ça marche toujours pas mon Enter. Ah là, j'ai des problèmes d'informatique, hein. SEAL, la fusion des 3 entités. Et notre activité principale, c'est de financer des projets d'innovation collaboratifs. Alors ça fait partie de la kyrielle d'acteurs qui sont là pour contribuer à améliorer la cyber-résilience de la société. Qu'est-ce que nous on propose? C'est des chèques allant potentiellement jusqu'à 100 000 francs pour des collaborations entre des entreprises et les partenaires académiques représentés ce soir. On travaille par soit des appels à projets, désolé mes slides sont en anglais, soit des soumissions libres. Et puis je ne vais pas les présenter maintenant par défaut de temps, mais donc notre premier appel à projet s'intitulait Donner aux petites organisations les moyens de lutter contre la croissance exponentielle de la cybercriminalité. On a mené ce call en collaboration avec la police cantonale vaudoise et avec la DGNSI aussi d'ailleurs. On a eu 17 idées de projets. Sans surprise, en fait, la plupart de ces idées, la plupart des innovateurs qui ont soumissionné adressaient la problématique humaine et pas forcément technique. On a décidé finalement de financer 3 projets au bout du processus, et ces 3 projets, vous les découvrirez pendant le networking tout à l'heure. Je disais, il y en a 2 qui adressent surtout des problématiques humaines. Eh bien, c'est le premier, combattre le phishing. Quelle innovation est-ce qu'on peut apporter? C'est plutôt une démarche d'innovation ouverte avec les 3 institutions académiques d'ailleurs, mais aussi des entreprises privées, la police, la DGNSI, qui vont ensemble réfléchir, mais enfin, où sont les trous dans la raquette? Il existe toute une série d'outils pour se prémunir du phishing, et on se fait toujours avoir par le clic sur le mauvais lien ou le mauvais fichier. Donc, combattre le phishing. Je pars à droite de l'écran avec un autre projet qui adresse une problématique humaine, cette fois-ci dans les collectivités publiques, dans les communes de petite taille essentiellement. C'est l'idée de développer un serious game spécifiquement adapté
aux réalités de ce type d'organisation pour entraîner les compétences humaines et voilà, améliorer la sensibilité des collaborateurs. On a aussi tout un travail derrière qui est fait par l'école des sciences criminelles pour analyser le comportement, évidemment, des gens sur cette plateforme. Et puis le seul projet finalement de nature vraiment technique, c'est le projet Watchdog, qui est en fait l'idée de développer un capteur de sécurité plug and play, déployable automatiquement à distance, sans compétences techniques spécifiques et sans moyens financiers conséquents. Bref, un produit à portée des PME. C'est l'entreprise Knowledge / Swiss Post Cyber Security qui a initié ce projet. Je vous en parle volontiers tout à l'heure et je vous invite à les découvrir évidemment sur les posters affichés. On ouvre actuellement un deuxième call dans le domaine du multimédia, comment maintenir ou restaurer de la confiance, comment assurer de la sécurité et la protection de la sphère privée dans une société de plus en plus connectée. On a un petit workshop au Campus Unlimited Trust prévu pour lancer cet appel à projet le 21 novembre, tout bientôt. Mais on n'est pas les seuls à vouloir aider les entreprises et les acteurs à mieux se protéger digitalement. Et je vais passer très brièvement la parole. Est-ce que je peux juste récupérer un micro à Nicolas Monnier, que j'ai découvert aussi ce projet qui a été financé par un autre programme du Canton de Vaud, le programme Synergie, qui vise aussi des projets collaboratifs, et puis est né le projet Prétorus. Alors, je te demande juste de le faire en pitch ultra rapide, comme j'ai fait les miens. D'accord. Ah, t'as quand même une minute, hein, c'est bon. Le micro. Oui. Le projet est né d'une idée simple, c'est que les CME, c'est un peu les petites sociétés, c'est le parent pauvre en termes de cybersécurité. Donc, on a développé une solution qui est adaptée pour ces sociétés. Donc, c'est un agent technique. C'est un EDR, comme l'a cité Jean-Marc précédemment, donc une solution dernière technologie à installer sur vos postes de travail. Et en plus de ça, on offre un questionnaire de sécurité de manière à préparer un potentiel incident. Et aussi, dernier point, on offre un support technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque parfois on sait qu'il y a des incidents qui nécessitent l'intervention d'experts en sécurité. Et ce qui compte, c'est le temps de réponse. Donc nous, on est disponible toute l'année. Et on a un temps de réponse de l'ordre de 30 minutes qui va vous permettre d'avoir un expert au téléphone pour régler votre incident le plus rapidement possible. Donc c'est une solution qui a vraiment été faite pour les PME, mais en termes de fonctionnalité, mais aussi en termes de prix, puisque cette solution est offerte à 100 francs par an et par poste de travail. Et donc elle répond aux critères qui ont été cités par mes collègues précédemment. C'est super. Merci beaucoup pour le pitch. Nicolas, je crois qu'il reste avec nous tout à l'heure à l'apéro. Il y a aussi un poster Prétorus. Vous pouvez encore discuter de lui avec. C'est donc un projet, comme je l'ai dit, ou plus, je sais pas, qui a été financé par le programme Synergie de l'État de Vaud. Et puis, ma dernière slide. Si des initiatives qui financent des projets, et bien d'autres, comme le programme Trust for SME mené par Trust Valley, est là sur de l'accompagnement personnalisé, sur de l'échange. David, avec Otella, y participe. Ça a été évoqué tout à l'heure, donc je vais pas revenir, mais je vais simplement, en vous souhaitant d'avance une bonne soirée, en se retrouvant dans la salle d'à côté dans 1 minute, quand cette petite vidéo sera terminée. La prochaine candidature, je crois que c'est pour le mois de avril 2025, ou le démarrage du programme, si ma mémoire est bonne. On me fait signe que c'est juste. Merci. Alors, si j'arrive à calibrer ma souris dessus, voilà. Est-ce qu'on peut avoir du son? Je vais éviter de chanter. Alors, d'où vient le souci? Est-ce qu'il y a quelqu'un en régie? Non, on me fait signe qu'il n'y a pas de son, en fait. Ok. Alors, Pascal, tu veux commenter depuis la régie? Je suis désolé pour cette problématique, tout est sous-titré, donc en fait j'arrête de parler pour vous laisser vous concentrer sur la lecture.
Ok, c'est tout bon, hein, c'était un silent movie. Vous avez les deux représentantes également de Trust Valley, Emmanuel et Flaminia ici présentes, qui seront ravis de vous le dire à voix haute, ce que la vidéo n'a pas communiqué, ma foi. Merci encore à tous. Pour ceux qui partent à Grandson, tardez pas trop à aller rejoindre le bus, et on se retrouve dans la salle d'à côté. Merci pour votre présence. Merci surtout à nos orateurs.